116 avenue Kennedy, dans le 16e arrondissement. D'abord pour voir où ça s'est fabriqué, ces sons que nous recevions ici au Zaïre de l'époque, et dans quelles conditions c'était fait. Alors, je suis allé, je suis monté d'abord au 3e étage. On m'a fait visiter RFI Afrique. La cellule Afrique, c'est au 3e étage. Et on me fait monter aussi au 5e étage. C'est là où il y a tous les studios. Le fameux studio 501, 531, pardon, et 532, etc. Et puis il y a aussi là-bas tous les responsables d'Est Afrique qu'on compte, Jean-Karim Fall, Ghislaine Dupont, Kassongo Mwema pour aujourd'hui, etc. À l'époque, ils n'étaient pas encore là-bas. J'ai trouvé à l'époque Christophe Bavouvier et les autres. Alors, j'étais fasciné d'abord par... J'étais à la fois déçu et fasciné. Déçu par la sobriété. Je m'attendais à trouver quelque chose de très sophistiqué. Ce n'était que de studios et des journalistes dans un coin qui étaient en train de travailler sur les ordinateurs, passer des coups de fil, etc. Et j'étais aussi subjugué pour voir la passion avec laquelle ils faisaient ce travail-là. Alors, j'ai pris des photos, etc. Je suis rentré à la maison. Et quand j'ai commencé à faire mes études, je me suis dit, il faut, comme je suis passionné de la communication, je vais m'intéresser à ce monde des médias. Mais à l'époque, je n'étais pas outillé pour intégrer un grand média comme Radio France Internationale. Et il y avait à l'époque, à Paris, dans les années 80, une radio qui s'appelait Radio Tabala, Tabala FM. C'est la première radio destinée aux Noirs en France, gérée par un Sénégalais, moitié antillais, qui s'appelait Jean-Claude Courant, paix à son âme. Et à l'époque, je suis allé pour faire juste une étude de marché, parce que je faisais les études de commerce, et le patron m'a permis de faire d'abord l'étude de marché pour la société, et après, je lui ai dit, mais moi j'ai aussi envie de faire un peu de radio. Il m'a dit, mais vous n'avez jamais fait de radio, comment vous avez fait la radio? Alors, je me rappelle, ma première expérience, c'est que quand je suis passé à l'antenne, il a été furieux, il a trouvé que ma voix ne passait pas du tout, ce qui m'a poussé à repartir sur le banc de l'école pour apprendre la communication, et la radio principalement. Donc, je suis allé à l'époque au CFJ, Centre de perfectionnement des journalistes, en région parisienne, dans le premier arrondissement de Paris, où j'ai appris les b.a.-ba de la radio. Et ensuite, j'ai commencé à faire mes premiers pas, on va dire, à Radio Tabala, qui s'est transformé par la suite en fréquence Paris Pluriel, une radio parisienne, où je suis devenu producteur, d'abord d'une émission politique qui s'appelait Afrique Critique à l'époque, et des émissions culturelles où j'ai recevais les artistes et musiciens, les hommes de culture, les écrivains, etc. Plus tard, comme apparemment je faisais bien mon travail, j'ai reçu quasiment tout le monde qui avait de politique, nos artistes et musiciens, africains, antillais, etc. Je me suis intéressé un peu à la télévision avec un ami camerounais qui s'appelle Michel Lobé. Nous avons commencé à produire des émissions pour TV5 à l'époque. Ça s'appelait TV5 Afrique. Et on a fait des émissions de débat qui m'ont amené à aller dans beaucoup de pays d'Afrique. Et après, c'est là où RFI, par le biais de mon ami Claudiciard, m'approche pour que je produise une émission à RFI. Donc, l'émission Troller Tropical, que Gilles Aubringer présentait dans les années 80, quand j'étais décédé, Claudiciard est venu à RFI. Et j'ai commencé à produire là-bas une chronique qui s'appelait Les Nouvelles du Milieu, avec Claudiciard. Et ensuite, j'ai intégré la rédaction, et là, j'ai commencé à travailler avec Christophe Bambouvier, Hassan Diop, etc., pour faire un peu, je dirais, un travail de journaliste à la rédaction. Ensuite, avec un ami à moi, Pierre Bédou, un Togolais, qui venait souvent d'ailleurs à la radio, il m'a découvert, et il a trouvé que c'était pertinent, le style GMK que je faisais à la radio. Il a dit, mais pourquoi on ne pourra pas faire de la télé? Ce que tu fais à la radio, on le fait en télé. Et c'est là, c'est comme ça que c'est parti. GMK Today. Donc, on a commencé à lancer un peu sur Internet
Le concept. Les concepts. Les Sud, on l'a commencé avec une caméra, un petit ordinateur avec Sylvie Desbords-Fleury. Et là, on a lancé l'idée d'une télévision. On a d'abord commencé par Internet, et puis on est allé sur satellite dans les Caraïbes là-bas. Et puis on est revenu à Paris, lorsqu'on a eu un peu de moyens. Et on a lancé la chaîne sur les câbles. Et je peux avouer que c'était vraiment apprécié, aussi bien aux États-Unis ou à travers le monde, comme on était câblé, etc. Et puis après, lorsqu'il y a eu l'aventure France 24, j'avais déjà un pied chez nous ici. Donc je n'ai pas voulu intégrer France 24, je suis venu. Et c'est là où je suis tombé amoureux, on va dire, de ma culture au vrai sens de palper à la source. Alors, donc c'est un peu ça, d'une façon ramassée, tout ce qu'on a pu faire là-bas. Le parcours est un peu clair. Oui. Alors, vous avez travaillé dans un contexte occidental. Est-ce que vous aviez l'impression, dans ce contexte occidental, que les lignes éditoriales de toutes les émissions étaient définies par les positions politiques existantes, par les forces politiques en présence? Est-ce que vous aviez l'impression que, sur RFI ou sur d'autres chaînes, même si vous n'étiez pas producteur, mais dans l'ensemble du système qui fonctionnait à l'extérieur, que l'information n'était pas totalement neutre et qu'elle était quand même empreinte d'une certaine idéologie, ou bien vous n'avez pas su les détecter? Est-ce qu'on peut détecter? Non, ce qu'il faut comprendre et retenir est que tous les médias à travers le monde fonctionnent suivant les intérêts, suivant l'influence des propriétaires, pour ne pas dire des pays, depuis lesquels ces médias sont émis. Je vous donne un exemple simple. En 1991, 12 à l'époque, enfin, lorsqu'il y a eu la première guerre du Golfe, moi j'étais déjà à RFI à l'époque. Beaucoup de médias français ont voulu couvrir la guerre du Golfe. Les États-Unis ont été on ne peut plus clairs. Vous venez ici, on vous met à bord de nos chars, ce qu'on appelle à l'époque embedded, à bord des chars. Les techniciens, parce que dans l'armée américaine, il y a des réalisateurs, ils filment, et puis on vous donne des cassettes que vous allez diffuser. En dehors de cela, il n'y a pas... Il n'y a rien à voir. Oui. Ce qui a fait qu'on a vécu la guerre du Golfe d'une façon électronique. L'attaque, par exemple, de Bagdad s'est faite de nuit. Tout ce qu'on a diffusé les lendemains, à l'époque, il y avait à l'époque en France TF1, Canal+, à l'époque la 5, etc. Eh bien, c'était que des éclairs. On a vu Bagdad avec la DCA qui tirait, et puis les pluies de bombes qu'on voyait comme si c'était un jeu électronique. C'est tout ce qu'on a vu. On n'a pas vu les maisons qui étaient calcinées, qui étaient pulvérisées par des tomahawks à l'époque. On n'a pas vu des cadavres, on n'a rien vu. On a dit tout simplement la bataille, la mer de bataille a commencé. Pourquoi? Parce que les États-Unis voulaient contrôler l'image et la vérité du front. Que ce soit CNN, c'est pour là qu'on a découvert CNN, SNBC, etc. Ils ont accompagné la politique, pour ne pas dire la ligne éditoriale des États-Unis. Lorsqu'il y a eu, il y a quelques mois, la guerre en Libye ou en Côte d'Ivoire, les médias occidentaux étaient sur place. Ils ont accompagné le point de vue de l'OTAN, c'est-à-dire on va là-bas pour détrôner Kadhafi, mais on ne le dit pas comme tel, on dit tout simplement c'est pour la cause de la démocratie. Donc, il n'y a aucun média en Occident qui peut se prévaloir d'une certaine objectivité indépendante. Ça n'existe pas. D'ailleurs, RFI ou France 24 font partie des médias dits de la politique, comment dire, de la communication extérieure de la France, dépendant du budget du ministère des Affaires étrangères, parce que RFI par exemple, ou France 24, ou RMC, ou TV5, font partie du pool
faisant partie de la communication extérieure de la France. Si la France, par exemple, a un point de vue, la ligne éditoriale, ou une position à prendre par rapport à tel pays ou tel autre, il y a un relais dans ce média. C'est pour ça qu'on parle souvent de ce qu'on appelle les honorables correspondants. Ces honorables correspondants, ce sont tout simplement des officiers travaillant pour les services extérieurs de la France, pour mieux faire comprendre à d'autres journalistes le point de vue, la ligne éditoriale. Donc ça veut dire que il y a une utilisation de l'expertise journalistique au service d'une cause. La cause, c'est quoi? Les grandes puissances ont des intérêts économiques, politiques, on va dire de la géostratégie, et ces intérêts sont gérés aussi par leurs bras armés, que sont les médias, les services, ajoutés à cela les ONG. Lorsque vous entendez Amnesty International, vous entendez Médecins du Monde, vous entendez telle ou telle ONG, ces ONG ont des subventions. Ces ONG, parce que, entre guillemets, sont ce qu'on appelle la société civile, on leur dit, oui, il faut ouvrir l'accès aux victimes, etc. Mais lorsque ces ONG arrivent, c'est d'abord la première source d'information pour les gouvernements occidentaux. C'est eux qui disent, voilà, dans tel coin, voici les forces en présence, voilà, etc., etc. Donc, c'est tout à fait normal. C'est une complicité tacite, mais qui ne se dit pas parce qu'il y a ce qu'on appelle la répartition des rôles. Vous venez de révéler deux choses essentielles. Nous allons essayer, nous décortiquons les médias occidentaux pour pouvoir faire une lumière sur nos propres pratiques, de manière à ce que nous comprenions nos propres pratiques à nous ici. Alors, vous venez de dire effectivement qu'il y a une certaine connexion entre les intérêts de certaines causes défendues par des États ou par des multinationales et la pratique journalistique. Maintenant, que devient l'objectivité journalistique? Que devient la sacralité des faits? Parce que les faits étant sacrés, tous les jeunes journalistes qui commencent à monter, c'est qu'on leur apprend, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas tergiverser sur les faits, vous devez respecter, vous devez être objectif. C'est une science, un art qui est fondé sur un type de principe. Mais en même temps, le réalisme nous impose, vous et moi, de comprendre que dans la vérité de cette pratique, il y a quand même le politique qui est présent. Que devient vraiment le journaliste dans ce contexte où il doit tenir compte en filigrane des intérêts non dits? Alors, pour répondre à votre question, je vais l'illustrer par le cours que Philippe Boiry, qui est l'un des grands théoriciens de l'éthique et de déontologie. C'est l'un des cours que j'enseigne d'ailleurs ici à l'ISIPA. Quand Philippe Boiry nous donnait ce cours à la faculté des sciences des communications à Levallois-Perret, il nous disait toujours l'éthique et déontologie journalistique est assujettie des intérêts supérieurs de la nation. Et il met point, virgule. Pourquoi? Parce que c'est là où commence la subjectivité. L'éthique et déontologie journalistique dépend, ou c'est souvent fonction de ce que les intérêts du pays. Aujourd'hui, on parle des multinationales, sont importants ou pas importants, vitaux ou pas vitaux. Aujourd'hui, en termes d'éthique et de déontologie professionnelle, vous demandez à un Américain de travestir la vérité au profit de la suprématie des États-Unis, il est prêt à le faire. Aujourd'hui, l'éthique et déontologie professionnelle peut être flouée par un Français